Bonjour David, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous pour le podcast Divergent et direct en entrée en matière, je te propose tout simplement pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui te découvrent, comment est-ce que tu te présentes? Eh ben, écoute, déjà, salut Sandra, merci beaucoup pour l'invitation. Très content d'être avec toi aussi ce matin. Comment je me présente? Je me présente en disant que je suis quelqu'un qui a envie de vivre sa vie à 110%, que je préfère ajouter de la vie à mes années plutôt que des années à ma vie. Mmh. Et moi, ce qui me permet en fait de faire ça, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent eux aussi finalement, être à 110 Mmh mh. à développer une activité autour de leur savoir en se faisant connaître sur le web, notamment grâce au webinaire, qui est un Mmh. moyen pour se faire connaître, entrer en connexion avec nos prospects en étant dans une posture d'apporteur de valeur. On donne avant de demander quoi que ce soit. On démontre finalement qu'on est là pour servir les autres avant même d'avoir une quelconque proposition. Et moi, je trouve que c'est un marketing extraordinaire de pouvoir simplement avec cet outil-là être capable d'être dans le don et d'être dans la démonstration simplement de voilà ce que je suis capable de faire et Mmh. qui même me suivent quoi. Et, Mmh. voilà. Et toutes celles et ceux qui croient aussi dans ce marketing un peu bienveillant ou ce marketing d'avoir envie de ne pas être dans le fait de tirer les clients à nous, mais Mmh. de pouvoir simplement proposer et de les attirer, eh bien, me rejoignent tout simplement. OK. C'est marrant le mot qui m'émue là quand tu dis ça, c'est genre, tu parlais de marketing bienveillant, c'est, genre un peu, on va dire, tu fais partie du marketing, généreux, donc de ceux qui donnent, c'est ça? C'est en se disant: «Bah, voilà, je donne ce que j'ai, qui je suis» et avec Exactement. ça, c'est ça? Mmh. OK. Ouais, tout à fait. Je pense que là où en fait, où je me sens le mieux, c'est quand je commence à lâcher prise sur le fait de vouloir plaire Mmh. à tout le monde ou le fait d'avoir besoin de trouver des clients, mais simplement de faire mon truc et puis, ben, qui même me suivent, quoi. C'est ça, vraiment, OK. Cool. Merci déjà pour cette belle entrée en matière, en tout cas Avec et plaisir. tu vois, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités comme ça en tout début d'interview qui est un petit peu, enfin moi ça m'amuse cette question donc je la pose, tu vois? Tu parles de de faire sans trop, réfléchir. C'est, si tu étais un animal, une couleur, un arbre, un symbole, je sais pas, une saison, une musique, peu importe, quelque chose d'autre que David et donc autre chose aussi qu'un être humain, Mmh. tu serais quoi et pourquoi? Mmh. OK. Ah, j'adorerais être une musique de Hans Zimmer. Je Ah! crois que j'adorerais être une musique de Hans Zimmer et de d'inspirer les gens, que quand quelqu'un a besoin de motivation, d'énergie, qu'il puisse me lancer en fait dans ses oreillettes, sur son téléphone quand il va faire du sport ou avant de lancer un webinaire ou quoi que ce soit dont il a besoin. Moi, je crois qu'en fait, là, le 1er truc qui me vient quand tu me poses cette question, c'est ça. Je j'adore et Hans Zimmer, je trouve que c'est un compositeur, génial. J'adore Mmh, ses musiques. Moi, je sais que mmh, c'est ce que j'écoute quand j'ai besoin aussi d'avoir la pêche et de pouvoir être, mmh. au taquet. Ouais, je crois que je kifferais être une musique de Hans Zimmer. Trop bien. Un titre en particulier ou un titre à créer? Ah! Non, alors si j'étais quitte à être une musique d'Hans Zimmer, je préfère être une création originale. Je Ah, préf évidemment! je préférerais qu'il me crée. Après, tu vois, si je devais en choisir une, j'adore la musique de Dark Knight, la musique de Batman. Ah, The Dark OK, Knight Rises, là, quand il y a la musique, elle monte en puissance et tout, ça, je la kiffe celle-là. c'est ça. OK, cool. Merci beaucoup en tout cas pour, ce partage. Donc, j'adore, je retiens donc, Hans Zimmer que tu aimes particulièrement. Est-ce qu'il y a ouais, j'entends que c'est parce que toi voilà, tu as envie de pouvoir être, comme ça aussi, vecteur de comme tu disais, tu aimerais bien pouvoir motiver les gens, donc les inspirer? Enfin, plutôt les Ouais, inspirer que les motiver, je pense? plus ouais, inspiré effectivement. En fait, tu vois, c'est marrant parce que, je suis quelqu'un qui à la base a plutôt une approche et une posture, formateur, Mmh mh. consultant, assez, même si, comment dire? Ça fait maintenant plusieurs années que ça y est, je laisse beaucoup plus part à l'intuition alors que c'était pas le cas avant. Mmh. Mais, pendant longtemps, en fait, quelque part, c'est pas que je m'interdisais, mais je crois que je m'autorisais pas à me dire que je pouvais inspirer d'autres personnes. Et Mmh mh. que, ben, j'étais plus dans une approche vraiment de transmettre du savoir, transmettre de la compétence, former et autres. Et quand j'ai commencé à faire des conférences, j'avais vraiment cet angle-là et je faisais des conférences très structurées, très dans la formation et tout. Hein Et hein. c'est un côté de moi que je ne veux pas surtout pas renier parce que j'aime cette approche-là. Mais je Hein me hein. suis rendu compte aussi que, tu vois, j'avais envie en fait aussi d'être plus dans l'inspiration, de pouvoir avoir un impact encore plus important. Et je pense que c'est ça aussi, ouais, qui fait sens chez moi là en ce moment. C'est d'être encore plus dans ce niveau d'inspiration, ouais. OK, cool et du Parce que coup je sais que tu vois, les moments où moi dans ma vie, en fait, j'ai fait les plus grands pas, hein hein. hem, les plus grands déclics, en fait, sont venus, pas d'abord par du comment ou de la formation, mais sont venus par, OK,
OK, j'ai une prise de conscience, j'ai un déclic, j'ai un Mmh. truc. Et c'est là où, en fait, il y a eu les plus grandes avancées. Et ensuite, le comment vient toujours, en fait. Mais tu vois, l'inspiration, le moment de donner à quelqu'un cet élan de confiance, donner à quelqu'un tu vois, cette foi en lui, cette foi dans le fait que c'est possible et qu'il lance le truc. Il sait peut-être pas encore comment, tu vois? Avant qu'on lance le podcast, là, tu me parlais de toute ta vision des choses avec le fait est mieux que parfait, avec la résilience, le fait d'être parfaitement imparfait. Moi, tout ça, c'est des choses qui me parlent énormément. Et tu Mmh. vois? Et si je peux être capable justement d'amener ce déclic qui permet à quelqu'un de se dire: «OK, on s'en fiche, c'est pas grave, on y va, on essaye, on tente, on se fait confiance et puis on verra ce qui se passe». C'est Ouais, je ça. trouve ça cool. OK. Et justement, du coup, je suis curieuse, dis-moi David, quand tu dis, bah, qu'avant tu t'autorisais pas à être dans enfin, tu vois, dans cette, posture, on va dire, de pouvoir inspirer des personnes, Mmh. et que tu étais plus dans une posture de, voilà, de transmission, de formateur et qu'est-ce qui, t'a fait faire justement ce déclic de, «Tiens, je vais écouter plus mon intuition», parce que tu disais qu'il y avait aussi un peu de ça, que tu t'autorises aussi plus à écouter ton intuition. C'est venu Mmh. d'où? Tu peux me raconter? Ouais, en fait, bah, j'avais déjà fait, je pense que j'ai vraiment eu le déclic au Grand Sommet de la Motivation en 2017. Mmh. J'avais déjà fait quelques conférences devant un parterre d'entrepreneurs, où j'étais beaucoup plus sur, mon savoir-faire, en fait. Mmh. Et quand, c'est Didier Gélanor, l'organisateur du Grand Sommet de la Motivation, enfin co-organisateur, mais à l'époque, c'est lui que j'avais rencontré, on avait discuté et il me dit: «Ah, ça m'intéresserait beaucoup que tu partages, ton parcours, mais pas sur, comment dire? Pas sur ton savoir-faire, mais vraiment, là, qui tu es, qu'est-ce qui t'anime?» Voilà, quelque chose qui peut inspirer, qui peut aider les gens qui ont besoin de motivation, qui ont besoin vraiment de pouvoir, se faire confiance à y aller, quoi, en fait. Voilà, on n'est pas sur du comment, on veut inspirer, on veut motiver. C'est Et du ça. coup, j'ai beaucoup réfléchi, en fait, à ça. J'ai passé pas mal de temps à préparer la conf et j'étais beaucoup plus finalement centré sur, le storytelling et vraiment les principes, les valeurs, les choses en lesquelles je crois. Et il y a beaucoup de gens qui, à la fin de la conférence, sont venus me voir en mode: «Waouh, c'est la conférence qui a eu le plus d'impact sur moi», en fait. Et c'est des gens que je connaissais déjà, qui étaient déjà venus me voir sur d'autres conférences et autres. C'est ça. Et les gens certaines personnes m'avaient dit: «Ouais, c'était cool, j'ai adoré, vraiment, c'était clair, c'était super». Mais j'ai vu qu'il y avait pas du tout le même niveau d'impact par Mmh. rapport à cette conférence où j'étais pas du tout dans le comment, c'était je partageais des idées, en fait, sur, ma Mmh. vision des choses, sur le fait de ne pas confondre objectif et résultat, le fait de suivre sa propre intuition justement en plus en plus et j'étais encore en plus sur ce chemin. Et Mmh. hem et finalement, voilà, je me suis rendu compte que ça pouvait avoir encore plus d'impact dans la vie des gens. Et vu que moi, ce que je veux, c'est changer la vie des gens, une vie à la fois et de pouvoir avoir vraiment le maximum d'impact, pas juste être dans la formation. Même si j'adore ça, je veux aller toujours aller plus loin, en fait. Et donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu le déclic de me dire que: «OK, je peux le faire, en fait et j'ai le droit de le faire». Il y a pas besoin d'être un Tony Robbins ou je sais Mmh. pas, ou un quiconque, que sais-je, pour le faire, qu'on Complètement. peut tous à notre échelle, inspirer les autres et qu'on n'a pas besoin, tu vois, l'élève de sixième, l'élève de troisième plutôt, il peut inspirer l'élève de sixième. Ouais, ouais. N'importe qui. Moi, je suis inspiré par des enfants, il y a des enfants qui m'inspirent, il y a des personnes âgées qui m'inspirent. Tout le monde peut apporter une source d'inspiration, quelle qu'elle soit. Tu vois? Et ouais, une maman qui se dévoue, un papa qui peu importe, en fait, on peut tous inspirer les autres. Et ouais, je pense que c'est ça qui m'a touché à ce moment-là et qui m'a envie de me dire: «OK, bah, en fait, j'ai pas besoin d'attendre d'être autre chose pour le faire. Je peux juste être moi-même et Mmh. inspirer, quoi». C'est ça. Et oui, ça me parle pas mal, ce que tu dis là, puisque en plus tu me fais une magnifique transition, puisque c'est tout à fait le propos du podcast de dire qu'il y a pas de petites et de grandes histoires. Donc, Mmh. ça va tout à fait dans le sens, que tu nous partages. Et donc justement David, est-ce que tu peux me raconter ton histoire en la prenant, enfin tu la démarres où tu veux, tu en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux et on a le temps d'écouter, toutes tes histoires et tes expériences de vie. OK. Hem Je pense que, tu vois, simplement envie de démarrer pour poser un petit peu le contexte, comprendre en fait qui je suis à la base. Mmh. À la base, je suis quelqu'un, tu vois, comment dire? Je suis quelqu'un de très social, très sociable, à l'aise en fait, j'ai toujours été à l'aise, avec les autres, dans le goût d'aller voir les autres. Jamais eu peur d'aller engager des discussions avec quelqu'un. De Mmh. J'ai toujours, été quelqu'un qui était à l'aise, qui a beaucoup un grand cercle d'amis généralement à l'école, mais primaire, collège, lycée. Hem D'un autre côté, je suis quelqu'un, enfin, j'aime beaucoup aussi, tu vois, faire rire les autres, être dans la bonne humeur. Moi, j'adorais faire des sketchs quand j'étais petit, pour la famille, quand on faisait des anniversaires, des mariages, j'étais Mmh. plutôt moteur avec mes cousins pour dire: «Ah tiens», à l'époque, j'adorais les inconnus, tu vois? Les Ouais. inconnus ou les nuls et on faisait des sketchs, on préparait des trucs pour faire marrer la galerie et voilà, ça, c'est quelque chose être sur scène, j'ai pas peur de Mmh. me montrer,
voilà, j'aime le contact avec, entre guillemets, «le public», tu vois? Si on peut dire, quel que soit, il y a pas petit ou grand, on Ouais, s'en fiche, mais c'est voilà, ça. j'aime être au contact avec les gens. D'un autre côté, il y a une autre partie de moi qui est quand même très introvertie et Mmh. qui, tu vois, dès qu'il commençait à y avoir un petit peu d'enjeu, et ben, je me rendais compte que j'étais beaucoup moins à l'aise, tu vois? Mmh. Par exemple, avec les filles, par exemple, dès que j'avais beaucoup de copines à l'époque, filles, amies, mais dès qu'ils commençaient à vouloir à aller vers quelque chose de sérieux, du: «Tiens, c'est quelqu'un qui me plaît, j'aimerais y aller», j'osais pas, en fait, parce que j'étais trop Mmh. timide. Enfin, en tout peu importe Oui. l'étiquette qu'on peut mettre derrière, mais en tout cas, il y avait un enjeu qui faisait que du coup, ben, j'avais peur, en fait. Mmh. Et ouais, il y a eu un petit peu cette dualité-là pendant 18 ans déjà, parce qu'en fait, j'ai vraiment commencé à prendre la décision de changer ça à 18 ans. Et puis, je pense qu'il y a autre chose, c'est que durant toute mon enfance, en fait, je sais que mes parents ont toujours voulu me protéger et voulu le meilleur pour moi, et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, dans leur vision du monde, dans leur vision des choses, prendre des risques, c'était quelque chose de dangereux, en fait. Prendre des Mmh. risques, c'est quelque chose de dangereux. Il vaut mieux suivre, la tendance, il vaut mieux suivre, là où la plupart des gens vont quelque part, et puis en même temps, ben, se contenter de ce qu'on a et de faire en sorte finalement de se dire qu'il y a toujours pire que nous, et que, ben, voilà, la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie, en fait. Et ça, tu vois, pendant longtemps, ça a été du coup, ben, l'environnement dans lequel j'ai baigné qui Mmh. m'ont amené à développer finalement tout un tas de croyances, tout un tas de perceptions des choses en mode, OK, Mmh. j'ai pas à me plaindre, j'ai pas le droit de me plaindre en fait, j'ai pas le droit de vouloir plus parce que, ben, ça va en fait, je suis bien, j'ai ce qu'il faut, il y a pire que moi, et puis en même temps, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, donc faut faire comme ça, tu vois? À l'époque, après le bac, quand il a fallu que je choisisse une orientation, ben, moi, si j'écoutais mon instinct, mon intuition, mon cœur, j'aurais dit: «Bah, putain, moi, j'adorerais être acteur», tu vois? J'adore James Bond, j'aurais adoré jouer le rôle de James Bond, tu vois, par exemple. Bah, ils m'ont dit: «OK, David, tu es gentil, mais tu vois, ça, il y a des millions de personnes qui rêvent d'être acteurs, mais il y en a très peu qui réussissent. En plus, tu as Mmh. pas de réseau, tu as rien, enfin, on connaît personne dans le milieu, il faut être pistonné», enfin, toutes les croyances et l'histoire Ça. qu'on peut se raconter pour, non, reste bien dans de la zone de confort, et ça part d'une bonne intention parce que c'est juste pour dire: «Je veux pas que tu sois déçu, en fait, je veux pas que tu Ça. sois Mmh. malheureux». Mmh mh, mmh. Mais du coup, tu vois, tout cette première partie de vie finalement, était beaucoup plus centré sur le fait de, voilà, de faire attention, prends pas de risques, reste en il y a à l'époque, c'était en 2000, et l'informatique, ça a le vent en poupe. Tiens, pourquoi tu ferais pas un DUT informatique? Voilà, va toujours vers la raison plutôt que d'écouter ton intuition, d'écouter tes tripes, en fait, tu vois? Mmh mh, mmh Et mh. voilà, ça a été ma 1re partie de vie, et en fait, tout ça, ça a amené, qu'à 18 ans, finalement, j'ai vraiment voulu, presque repartir de zéro, en fait, de me réinventer. Mmh mh, De mmh mh. de voilà, de créer la personne que j'avais envie d'être, de quitter cette identité, en fait, que j'avais, la vie super gentil, tout le monde l'adore, le bon copain, mais pas le petit copain, le mec, comment dire? Ouais, le mec qui fait les choses, parce que c'est plus sérieux, c'est plus raisonnable, tu vois? Qu'autre chose, et en fait, à ce moment-là, en fait, je suis allé faire mon DUT, donc j'ai quand même écouté mes parents, mais j'ai fait mon DUT à Orléans, donc à 1 heure et demie de chez mes Mmh. parents, et je rentrais que le week-end. Et du coup, ça a été un peu quelque part un premier moment où je me suis dit: «OK, stop, là, je veux changer d'identité». En tout cas, je veux créer une identité, différente. Mmh mh. Quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui se lance. Je sais pas comment, mais j'ai envie d'aller par là. Voilà, et Mmh. c'est à partir de ce moment-là où vraiment, tu vois, les choses ont un petit peu commencé à changer. Je me suis posé beaucoup de questions sur: «OK, qu'est-ce que je dois dégager si je veux pouvoir être séduisant? Qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que les autres se comporteraient s'ils voulaient atteindre tel objectif?» Et D'accord. voilà, je commençais à m'intéresser un peu, sans le savoir à l'époque, mais au développement personnel. Je mettais pas de nom là-dessus, mais Mmh mh. voilà, de m'intéresser à comprendre comment fonctionnent les autres, comment fonctionnent ceux qui réussissent que moi je ne réussis pas, de commencer à lire des livres et ce genre de choses. Mmh. Voilà, et enfin ça a été, ça c'est pour je dirais le parcours, de départ. C'est-à-dire le terreau, tu vois? Ce Ouais, qui fait ouais. que Mmh mh. quand on arrive comme ça, donc en 2000, 18 ans, c'était le démarrage quelque part de cette transformation que j'ai voulu avoir. Mais en fait, la transformation, elle a mis beaucoup de temps vraiment à opérer. Je pense que ma deuxième vraie naissance, ça c'était la première demi-naissance, tu sais, de renaissance, mais la C'est les vraie bouches, quoi. renaissance. Ouais, c'est ça, c'était les beaux, tu vois? Voilà, il commence à mettre un petit peu de crayon là sur le papier, un petit brouillon, quoi. C'est une esquisse là, hop là. C'est ça, c'est une esquisse, exactement. Il sent qu'il a envie de faire un dessin, il sait pas encore trop comment, mais voilà, il met deux trois petits coups de crayon quand même. Et en fait, la deuxième partie, pour moi, de vie, ça a été donc entre l'année 2000 et l'année 2013, donc 13 ans, Mmh. encore, où là, en fait, ben, j'ai continué à
écouter quand même la raison parce que, quand pendant 18 ans, on t'inculque que ce mode de pensée, tu le changes pas du jour au lendemain. Ouais. Donc Mmh. j'ai continué à faire ça, tu vois, par exemple, au bout de 2 ans d'études, je me dis: «Bah non, moi putain, ça me saoule, enfin j'adore ce que j'aime dans l'informatique, c'est que j'adore créer quelque chose. Je pars d'une page blanche et je suis capable de créer un truc qui sert Ouais. aux autres, qui leur permet d'avoir des résultats. Mais moi, enfin, pisser des lignes de code, pardon pour le terme, mais enfin ça juste ça m'intéresse pas, quoi. Il me dit: «Ouais, mais David, attends, tu as du bagou, tu parles bien, tu aimes bien être avec les gens, pourquoi tu ferais pas du commerce?» Moi, à l'époque, vu que je m'étais pas posé la question de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Bon, bah, comme d'hab, je suis la facilité, je suis le truc naturel. Et tu vois, c'est un petit peu un truc aussi, ça, du parcours, c'est que j'ai jamais eu de problème à l'école. J'ai toujours eu des résultats corrects sans trop Mmh. forcer. Voilà. Mmh. Ouais. Je n'étais pas excellent, je n'étais pas mauvais, j'étais juste, voilà, j'ai des résultats corrects sans forcer. Et vu que j'ai un côté un petit peu paresseux, c'est-à-dire maximum de résultats pour le moindre effort, j'ai jamais vraiment trop forcé. Et puis j'allais vers la facilité, quoi. Mmh. Bref, et du coup, ça m'a amené dans l'univers du commerce. Et puis, mais vu que j'étais quelque part dans un domaine où, OK, pareil, là encore, je pouvais avoir alors, je te la fais courte, mais des résultats plutôt corrects au bout d'un moment quand j'ai vraiment commencé à prendre le taureau par les cornes. Même si au début, je me suis rendu compte que j'étais trop nul en vente. Enfin, c'est pas parce que on est sociable qu'on peut être bon en vente. C'est pas Ouais. parce qu'on sait parler qu'on est capable de convaincre les autres. Bah, tout Mmh. ça, Ouais, ouais. c'est C'est pas opposé si presque. simple que ça, ouais. C'est pas aussi simple que ça, exactement. Ouais. Vendre, c'est une vraie compétence. Mmh. Savoir présenter un produit, c'est une vraie compétence. Savoir faire une découverte client, c'est une vraie compétence. Ça, je l'ai Mmh. appris, sur le terrain. Mais du coup, en fait, finalement, bah, toujours câblé sur, raison plutôt que passion, eh bien, tous les 2 à 3 ans, je sentais que, tu vois, tous les 2 à 3 ans, j'avais un cycle qui s'arrêtait. Il fallait que je fasse autre chose, je m'épuisais, j'en avais marre. Et donc ça a duré pendant à peu près, de 2000 à 2013, en fait. Où tous les 2 à 3 ans, il fallait que fasse quelque chose de nouveau, que je change de poste, que je change d'entreprise. Parce qu'en fait, j'étais juste pas à ma place, en fait. Mmh. J'avançais, j'essayais mais ça a été le parcours qui m'a permis de me trouver. Mmh. Et finalement, ça m'a amené Toujours dans le commerce quand même? ouais, C'était toujours toujours dans le dans le commerce? commerce. Ah OK, OK. Ouais. Mmh. Mais tu vois, par exemple, à la fin de mes études, donc en 2005, je me lance enfin, je continue à travailler dans l'entreprise qui m'avait embauché en alternance à l'époque, Mmh mh. dans la vente de logiciels. Mais j'avais 20, je sais plus, ouais, 23 ans. Je travaillais avec avec des directeurs financiers, des contrôleurs de gestion qui en avaient 40, 50, ou Ouais, ouais. plus. Ah, je me dis: «Ouais, il faut que je sois sérieux, il faut que les mecs me prennent au sérieux, donc que je sois professionnel, donc que je mette la cravate jusqu'en haut». Ouais, Alors que ça ouais. n'avait rien à voir. Du coup, j'étais pas naturel, j'étais pas moi-même, donc ça marchait pas. Mmh Je me dis: mh. «Ouais, ça se trouve, j'ai rien, j'ai pas ce qu'il faut pour vendre, en fait». Et donc je me suis lancé dans la vente aux particuliers, pour vendre des pompes à chaleur. C'était un petit peu un défi. Je me suis dit: «Écoute, là, à un moment donné, faut que tu saches. Soit tu C'est es fait pour ça, soit tu es pas fait pour ça, quoi. ouais, tu as testé du Mais terrain, quoi. vas-y, lance-toi, prends». Tu vois, ça aussi, ça a été là, ça a été le premier type de décision que j'ai pris pour me dire: «Confronte-toi à la réalité». En fait, Mmh. j'en étais arrivé à un moment dans ma vie où, je me suis dit: «En fait, tu as jamais galéré». Tu vois? Ouais. Et du C'est coup, trop vu que tu as facile, jamais quoi. galéré, Ouais. Mmh. tu es pas sûr si tu as les tripes en toi Mmh. d'être capable de te sortir d'une situation si un jour vraiment tu es en galère? Mmh mh. Parce que si tu peines jamais, si tu es jamais confronté à l'adversité, comment tu peux savoir? Tu sais, moi, j'adore les films de kung-fu, les Jet Li, les films un peu héroïques, tu sais, où le héros, putain, le mec, Il il est en dans une va. situation galère, mais il va chercher sa puissance, tu vois, il va chercher ses tripes. Moi, j'étais vachement inspiré par ça, mais d'un autre côté, je me dis: «Ouais, mais toi, David, en fait, non, tu as jamais fait ça. Enfin, ça se trouve, tu as rien dans le bide. Ça se trouve, tu vas être en galère et tu vas continuer à sombrer parce que tu auras pas ce qu'il faut pour rebondir, en Mmh. fait». Et tu vois, Mmh. je sais pas, j'avais un truc en moi d'un autre côté qui me dit: «Mais non, mais je veux pas être tiède, en fait. Je veux pas juste être toujours là, voilà, à vivoter ou à faire la chose qu'on attend de toi ou sans savoir, en fait». Et donc je me suis dit: «Bah, tu sais, juste, j'avais qu'une envie, c'est de me mettre en difficulté, en fait». Me dire: Mmh. «Voilà, provoque». J'avais un cousin qui s'appelle Freddy, qui a fait 5 fois koh Mmh mh. et tu vois, déjà à l'époque, il était déjà depuis tout petit, c'est quelqu'un qui a fait plein de projets, qui a tenté des tonnes de trucs. Et je me dis: «Bah, tu vois, lui, ah, il se lance, il essaye, il se confronte et puis il a été en galère et je trouve ça vachement inspirant d'écouter ses histoires, ses difficultés, tous les trucs qu'il a essayé qui ont pas marché». Et mais en fait, Mmh. à un moment donné, ma vision de la vie, c'est quoi? Est-ce que c'est juste, OK, suivre, un long fleuve tranquille, à se laisser porter par le courant et peut-être aller arriver à un endroit où tu as aucun sens d'aller là-bas et puis tu auras Bah aucune oui. raison, tu seras même pas capable d'expliquer à tes petits-enfants pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as pris ces choix-là ou pourquoi tu as fait ces non-choix quelque part. Non, moi, Mmh. ce que je voulais à un moment donné, c'est me dire: «Non, je veux une vie où je prends mes petits-enfants sur les genoux
et je peux leur raconter mes aventures, quoi. Je vais être un pirate, tu vois. Je vais être un samouraï, je vais être un chevalier, je vais être un guerrier, je veux raconter mes aventures, je veux raconter voilà, toutes mes péripéties quelque part. Et puis, c'est pas en faisant les choses tiédasses que tu vas Mhm. pouvoir raconter tes péripéties, en fait. C'est clair. Voilà. Mhm. Et donc, voilà, ça a été la Mhm. transition vers vraiment cette troisième partie où là, je commence à me dire, OK, stop. C'est mon fils qui déclenche cette troisième partie de vie en me disant, mais papa, pourquoi tu veux encore travailler? Euh, tu sais, c'est là, on est tous ensemble en famille, c'est Noël, et toi, tu dois encore partir travailler. Et je lui réponds tac au tac, mais tu sais, Timothée, pour avoir la maison, pour partir en vacances, pour avoir les jouets, on avait une situation très confortable en tant que commercial. Moi, je suis un bon soldat. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez obéissant à la base. On m'a appris à être obéissant, donc à la base, je suis quelqu'un d'obéissant. Je peux mettre les œillères, me dire fais ton job, voilà, arrête de te poser des questions, fais ton truc, et puis aller chercher des solutions. Je suis très bon, je pense, pour résoudre les problèmes. Donc on me dit résous ce problème, je résous le problème, sans me poser de questions, tu vois. Et donc j'avais une situation confortable, peu cash doré quelque part, et je vais Mhm. répondre donc cette réponse en mode bah ouais, mais tu sais, il faut de l'argent pour faire tout ça. Je dis mais attends, là, ça m'a renvoyé encore. Mais c'est ça, encore une fois, tu vois, tu as cette envie, tu veux sortir de ton Ouais. putain de fleuve qui t'emmène sur un truc où tu n'as aucun sens, mais Et tu tu ne le retournes. montres pas, tu ne le fais pas. Donc, à un moment donné, arrête d'avoir juste envie et prends le taureau par les cornes, fais ce qu'il faut. Et ça Mhm. a été de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait, en mode, OK, stop. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'ai envie de créer une vie qui m'inspire, j'ai envie d'être un modèle pour mes enfants, j'ai envie d'inspirer. Voilà, à l'époque, pas les autres, mais juste mes enfants, La famille, je veux être ouais. capable de leur dire, écoute, tu sais quoi, Timothée, Sévan, Juline, en fait, la seule chose qui compte, c'est d'honorer la citation de Confucius qui dit que trouve un travail qui te plaît, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Mhm. Mais ça, j'aurais pu leur dire, mais j'aurais été incapable à l'époque de leur montrer parce que ce n'était pas le cas. C'est ça. Ah Mhm. bon, mais papa, pourquoi tu fais ça? Et Mhm. qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bah, j'aurais été bien sec s'il m'avait demandé ça à l'époque. Et du coup, en fait, ça a été ça l'élément déclencheur de dire: «OK, stop. Je fais ce qu'il faut pour me séparer de cette entreprise-là, tout en bénéficiant quand même de Pôle emploi pendant 2 ans», parce que j'avais l'envie de créer ma propre entreprise, l'envie de pouvoir, avoir plus de liberté, avoir vraiment quelque chose qui a du sens pour moi, mais j'avais aucun projet, j'avais aucune idée, je ne savais pas quoi faire, en fait. Je ne Mhm. savais même pas si j'étais capable de le faire, mais j'avais juste envie de me dire: «Bah, en fait, peu importe si ça marche ou pas, je veux juste être capable d'être fier de moi et de me dire: «Tu as osé, tu as essayé». C'est Et ça. puis ça, même si ça marche pas, au moins c'est une aventure que tu pourras raconter à tes enfants et tes petits-enfants de dire: «Tu sais quoi? Regarde, moi aussi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Moi aussi j'ai échoué», et je pourrais les motiver, les inspirer à dire: «C'est pas grave l'échec, on s'en fout». Mhm. Mais avant ça, j'aurais été incapable de leur dire. Ou de Et leur du coup, tu, de tu, les tu inspirer. démissionnes, enfin, comme tu dis, tu as ce déclencheur avec ton fils, Ouais. et tu démissionnes, et donc pendant 2 ans, du coup, c'est quoi, tu testes des formations, parce que tu vois, enfin, j'imagine qu'à ce moment-là, t'es pas le king du webinaire dès le Non, départ, hein. Enfin, non, je l'avais jamais il y a fait. toujours un cheminement avant. Donc, raconte-moi le voyage du héros, là. Bah, en gros, si tu veux, en fait, un peu avant en fait, cet élément déclencheur, je m'intéresse quelques mois avant à un sujet qui s'appelle la liberté financière. Parce que Ouais, vu que je sens que je tourne en rond, que je suis pas ça me saoule, je n'ai pas envie de faire ça pendant encore des années. À l'époque, je me dis que mon seul moyen de m'en sortir, c'est de générer des revenus alternatifs, passifs. ouais, J'entends des termes comme quitter la rat race, ce genre de choses, et donc je m'intéresse à l'investissement immobilier, ce genre de trucs. Et donc ça, les premiers mois en fait de ma liberté, parce que même si j'ai aucun projet, j'ai encore rien fait, j'ai encore rien créé, je me sens déjà mieux. Le simple fait de me dire: «Putain, je me suis fait confiance. Je mise sur moi, quoi». Enfin là, je prends un ouais, risque entre guillemets, tu vois? Par rapport à eux, mais ouais, pour moi, c'était pas un risque. Le risque, c'était de continuer à me tuer à petit feu, quoi. Ça, c'est un risque. Le risque, c'est de passer à côté de ma vie. Ça, c'est un putain de gros risque. Mais ouais, tenter mon aventure, me faire confiance, d'où c'est un risque? C'est pas un risque. ouais, Non, c'est comment dire? C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire, en fait. c'est Mes ça. parents, ils n'avaient pas compris ça à l'époque. Ouais. Et ils me disaient des trucs: «Ah, bonne chance, ah là là, j'espère que tu vas y arriver», ou ce genre de trucs. Et encore une fois, enfin, ça part d'un bon sentiment, c'est une bonne intention, mais je leur ai dit plus tard, j'ai dit: «Vous savez, c'est pas les mots dont on a besoin d'entendre quand on se lance. C'est: "Vas-y, tu as raison, crois en toi, tu vas y arriver"». Bref, et du coup, tu vois, ça me touche autre chose. À ce moment-là, donc tu te retrouves chez toi, enfin, tu fais confiance, et comment est-ce que tu fais pour, enfin, ouais, t'entends parler de la rat race et des revenus passifs, donc j'imagine que Yes. tu démarres avec, Mais en fait, j'achète une formation qui s'appelle «Quitter la rat race» de Cédric ouais, c'est Anissette. ça, ouais, Je sais plus, février 2014, je crois, donc 2 mois après avoir quitté mon employeur. Et là, en fait, je découvre que pour développer des revenus, sur le web, il y a pas que l'immobilier, enfin, sur le web ou autre, non, il y a plusieurs façons. Il y a l'immobilier et il y a le web.
Et à l'époque, je savais pas ça, j'avais pas en tête qu'on pouvait utiliser le web pour ça. Et je me dis: «Ah mais tiens, c'est génial. On peut Mmh. transmettre ses connaissances, on peut transmettre ses compétences». Et à l'époque, je me dis: «OK, je trouve ça cool comme concept». Mais je me dis: «Moi, je sais pas quoi vendre en fait, j'ai aucune compétence particulière, j'ai aucun savoir-faire que je peux transmettre». Tu vois, je pense à mes cousins qui sont, ébénistes à ce moment-là et je leur dis: «Tain les gars, je vous envie en fait. Mmh. Vous avez une vraie compétence. Vous prenez un bout de bois, brut, vous en Et vous en faites faites un quelque chose. meuble, une chaise, ce que vous voulez. Enfin, vous avez une compétence. Vous pouvez transformer un simple morceau de bois en un truc, une œuvre d'art même, tu vois. Et moi, je sais rien faire. Moi, je sais rien faire. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans le commerce. La seule chose que je sais faire, c'est vendre des logiciels ou je sais pas quoi. Moi, je sais rien faire. Et du coup, tu vois, je pense plusieurs mois à me demander, mais qu'est-ce que je pourrais faire? C'est quoi le projet que je pourrais mener? Et là, je commence à partir en mode, OK, peut-être que je peux partir sur ce qui m'inspire à ce moment-là, c'est quoi? Ben, c'est de se faire confiance, c'est d'oser, en plus, je vois des gens comme David Laroche qui m'inspirent beaucoup aussi à ce moment-là. Et donc, Mmh. tu vois, je résonne beaucoup dans leur message puisque c'est ce que je vis en ce moment, c'est ma transformation. C'est Et ça. donc, du coup, la première chose que je me dis, c'est ce genre de truc, tu vois, c'est OK, la confiance en soi, là, il y a la parentalité, c'est un sujet qui me touche aussi, ça me parle. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que je peux faire? Les gens me posent des questions sur quoi? Ah, sur les CV. Souvent, les gens viennent me voir, parce que j'ai jamais eu de problème pareil pour décrocher des emplois. Moi, Mmh. faire un CV, c'est de la vente, tu vois? Donc, se vendre pour un job où c'est le même principe, c'est le C'est même ça. fondamentaux, tu vois? Mécanisme, ouais. Mmh. Même mécanisme, exactement. Et puis un jour, il y a mon meilleur pote Max qui vient me voir, qui quelques mois avant avait lancé son agence de portage salarial, qui me dit: «Tu sais David, moi j'ai des clients, c'est des consultants. Heu, Généralement, c'est des mecs qui ont 15 ans, 20 ans d'expérience. Ils arrivent en fin de carrière pour beaucoup ou alors ils veulent se lancer à leur propre compte, soit par choix, soit par obligation parce qu'on les met un peu sur le banc de touche. Et donc du coup, ils ont une première mission d'opportunité, mais ils n'ont pas suffisamment pour vivre et il faut qu'ils trouvent d'autres clients. Ils doivent trouver d'autres missions. Et ça, ils ne savent pas faire. C'est des spécialistes du Lean Six Sigma, du RH, de la gestion de projet, du management et tout ça, mais ce n'est pas des spécialistes de la vente. Ils ne savent pas trouver des clients. Toi, tu as fait ça pendant 13 ans. Est-ce que tu pourrais Mmh. venir en réunion d'information un jour et puis faire une sorte de petite formation pour essayer de les aider en fait à savoir comment prospecter, comment trouver des clients? Je leur dis, bah ouais, ok, pourquoi pas de problème. Donc, il organise une première réunion d'information. Je prépare un contenu autour de ça. Et là, je me dis, putain, mais ce qui, moi, me paraît juste une évidence, ce qui paraît Ouais. ultra simple, tu vois, je me dis, mais les gens, ils kiffent, tu vois, ils se disent, waouh, c'est un truc de ouf. Et je prends conscience que, en fait, j'ai une expertise, j'ai une expérience qui peut servir aux autres, qui pour moi me passait, tu vois, j'attachais pas Sous de le valeur à radar. ça parce que pour moi, c'était devenu simple, c'est devenu évident, c'est devenu, mais tout le monde sait ça, Mmh. tu vois. Mais le David, il y a 13 ans, il savait pas faire. Le David, il y a Mmh. 13 ans, il avait aucune idée qu'il fallait faire ce genre de choses et c'est pour ça qu'il galérait. C'est pour ça qu'il Mmh. il cognait aux portes et que les gens, ne prenaient pas rendez-vous, qu'il passait des heures au téléphone sans décrocher le moindre rendez-vous, que quand il décrochait des rendez-vous, il osait pas attendre le stylo, il osait pas signer le bon de commande et que du coup, ben, il rentrait chez lui en disant: «Putain, encore un rendez-vous». Putain, je comprends pas. Les gens, ils étaient contents, tout s'est bien passé, puis ils veulent réfléchir, ils reviennent pas et puis ils me rappellent pas. Le David, il y a 13 ans, il avait tous ces mêmes problèmes, en fait, mais j'avais Mmh. oublié ça quelque part. C'est ça. Et du Mmh. coup, à force de faire ces réunions d'information avec mon meilleur pote pour aider ces clients-là à trouver des rendez-vous et autres, je me dis: «OK, il y a peut-être un truc là, en fait. Peut-être que finalement, ce que moi je sais faire sur la partie prospection et vente, bah, ça peut aider d'autres personnes». Et c'est là où en fait le projet vraiment démarre. Je commence à me dire: «OK, ben, comment je pourrais le valider?» Voilà, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quoi, mais on essaye. Je cherche sur Google, tu vois, des annuaires de consultants et je m'étais Mmh. préparé, tu vois, des 3 petites questions. Vu que j'ai pas peur d'aller voir les gens, ben, je les appelle, je leur dis: «Voilà, écoute, enfin, bonjour untel, j'ai trouvé vos coordonnées sur tel site. Je lance un projet pour aider les consultants à améliorer leur démarche commerciale. Je suis en phase d'étude de marché. J'ai rien à vendre. Je suis juste là pour poser quelques questions pour mieux connaître le besoin des consultants. Est-ce que vous auriez simplement 5 minutes à m'accorder pour répondre à quelques questions?» S'ils me disaient: «Non», bon, bah, OK, merci, belle fin de journée à vous, au plaisir. S'ils me disaient: «Oui, cool, merci beaucoup» et j'ai posé mes questions. C'est comme ça que, tu vois, j'ai commencé à poser des questions à ces gens-là et puis à me rendre compte de leurs besoins et me dire: «Ah, bah, OK, il y a quelque chose que je peux faire». Voilà. Mmh. Et voilà, et c'est là où c'est parti finalement. Et du coup, à partir du moment où tu as fait ton étude de marché et tout ça, tu fais une formation du coup pour, je sais pas, pour faire un blog, pour, je sais pas c'est quoi la voie que tu Alors, suis à ce ouais, moment-là? Parce que je veux dire le web, il est vaste. à ce moment-là, c'est l'époque des lancements vidéo. À ce OK. moment-là, c'est l'époque moi, il y a un marketeur que j'adore qui s'appelle David Jay, que je trouve qu'il allie vraiment, tu vois, il a son concept de fusion du contenu et du marketing qu'il manie à merveille pour moi. C'est un excellent marketeur, un excellent copywriter et donc je suis son lancement vidéo. Et
Et en fait, non, 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 pardon, ça c'est juste après, excuse-moi. Avant ça, en fait, donc ça début 2014, je découvre, Kit Rat Race. Je mets plusieurs mois à me demander: «Tiens, qu'est-ce que je peux faire?» Et en fait, en réalité, heu, ce qui se passe, c'est que j'assiste à un séminaire Mhm. et je découvre en fait que le meilleur moyen de se lancer, c'est d'organiser un webinaire. C'est d'organiser un webinaire. J'ai cette idée des lancements vidéo, d'accord? Donc, je prépare un truc et quand je vais à ce séminaire, je présente à cet entrepreneur qui organise le séminaire mon idée de lancement vidéo. Mais je n'ai pas encore pris la formation David J à l'époque. Mais je le vois, je me dis que je suis suffisamment intelligent pour pouvoir le modéliser. Donc, je comprends le principe. Je lui dis, tiens, voilà ce que je pense faire. Je vais faire 3 vidéos et tout. Ça va être super. Le mec me dit, t'as déjà des clients sur Internet? Je dis, ben non. Ok, t'as déjà un produit à vendre sur Internet? Ben non, je me lance. Et ok, bah, laisse tomber, trop compliqué. Voilà ce que tu vas faire. Fais un webinaire où tu invites les gens, tu demandes si tu as des gens que tu connais qui s'adressent aussi à ta cible, demande-leur de faire la promotion de ton webinaire. Et aux gens qui seront présents en webinaire, en live, tu leur proposeras de les accompagner, là aussi en direct, sans avoir besoin de créer de produit, pour pouvoir délivrer ton contenu, peut-être sur 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines, 6 semaines, peu importe, mais tu vas livrer ton contenu comme ça en live. Et je me dis, OK, il y a 6 mois de boulot, enfin 6 mois de réflexion qui sont mis de côté, mais je me dis, OK, je crois en cette idée-là, je crois que ça me correspond, effectivement, le live, c'est quelque Mhm. chose qui me plaît bien, je teste. Et donc, novembre 2014, je fais mon tout premier webinaire où je demande en fait à 2 personnes, en fait, non, il y a 3 façons donc, que j'utilise pour avoir mes premiers inscrits. Un, à l'époque, je fais du BNI. Donc, je demande à mes collègues BNI, voilà, moi, la requête d'aujourd'hui, ce n'est pas une recommandation, c'est, voilà, je vous ai écrit un modèle d'email, envoyez-le, s'il vous plaît, à votre réseau pour que les gens de votre réseau qui sont intéressés de participer à mon webinaire s'inscrivent. Ça m'a amené quelques contacts, je ne sais pas, peut-être 15, 20 inscrits, mais c'était déjà cool. J'ai demandé à mon meilleur pote Max d'envoyer justement à ces clients que j'avais déjà rencontrés, certains, D'accord. tu sais, dans Ouais. les réunions d'information, d'envoyer une invitation à mon webinaire. Pareil, à l'époque, il avait 99 prospects sur sa liste. 99 prospects et clients qui sont dans son entreprise de portage salarial. Il a envoyé ces emails-là aux 99 personnes. Et puis, j'ai mon mentor, la première personne qui m'a embauché quand j'étais encore étudiant en alternance et qui m'a gardé encore pendant un an. Je lui demande pareil s'il est OK d'envoyer, s'il a des contacts dans son réseau qui sont des consultants et qui pourraient être intéressés. Et pareil, lui, il envoie 36 emails. Et lui, il fait un truc particulier, c'est que c'est vraiment, c'est pas de l'envoi de masse, il envoie des emails ultra personnalisés. Salut Intel, j'ai un de mes étudiants qui s'appelle David Véninck, qui lance un nouveau projet, qui s'adresse aux consultants. Et je pense vraiment que ça peut t'intéresser, tu vois, parce que toi qui es comme ça et que tu as tel et tel besoin, je pense que ça peut l'intéresser. Il organise un webinaire, regarde ce que ça donne. Voilà, je te le recommande vraiment et je pense que ça peut être utile pour toi. Et donc, tu sais, il fait vraiment et il envoie 36 C'est emails, ça. 36 recommandations. Honnêtement, sur ces 36, vu que c'est ultra personnalisé, 36. peut-être les 35 trois à quarts qui l'époque. s'inscrivent, tu vois. Ouais, c'est Truc ça. de fou. Et bref, j'arrive à mon tout premier webinaire. Je crois de mémoire, j'ai une centaine d'inscrits Mhm. au total. Et puis, à la fin, d'une heure et demie, 2 heures de webinaire, j'ai mes 5 premiers clients qui achètent cette proposition d'accompagnement en live, en fait. Et à l'époque, le programme s'appelle Vendre son savoir-faire. La première idée, c'était de me centrer sur ce que je sais faire, c'est comment est-ce qu'on déroule un entretien de vente. Parce que c'était le gros besoin que j'ai identifié chez les consultants à l'époque, Ouais, c'est c'est ça. quand tu as un prospect en face à face, quelle question c'est quoi le déroulé d'un entretien de vente quand tu es en face à face avec un prospect? La Mhm. phase de découverte, la phase de co-création de la valeur, la phase de présentation de l'offre, la phase de présentation du prix, la phase de négo, la phase de conclusion. Voilà. Tout ça, c'est ce que moi j'ai fait pendant 13 ans, donc c'est ce que je voulais enseigner. Et j'ai mes 5 premiers clients qui arrivent et qui me font confiance, que j'accompagne pendant 10 semaines. Et c'est ce qui est devenu ma stratégie du groupe pilote, en fait. Plus tard, à chaque fois que j'ai voulu lancer un nouveau programme, j'ai utilisé cette même stratégie, C'est ça. Mhm. groupe pilote. Voilà. Pour tester ton offre, c'est ça en fait que c'est ça? C'est pour tester l'idée d'offre, exactement. Ouais. Ouais, ouais, la valider quoi. Mhm. Ouais, parce que quand tu fais ça, quand tu proposes en fait un accompagnement en direct pendant 3 semaines, 4 semaines, une session par semaine pendant 4 semaines par exemple, il n'y a rien besoin de créer au départ que le simple concept, que l'idée. Si personne achète, tu n'as rien besoin de créer et puis tu passes à une autre idée. Et si des gens achètent, bon, c'est cool. Tu sais que ton groupe pilote, par exemple, démarre dans 2 semaines ou 3 semaines après le webinaire et les gens le savent que ça démarre dans 3 semaines. Du coup, ça te laisse 3 semaines pour préparer ta première session. Et puis ensuite, une fois que la première session est faite, tu as une semaine, par exemple, pour préparer la deuxième. Puis ensuite, tu as une semaine encore pour préparer la troisième. Et puis ensuite, une semaine pour préparer. Et tu vois, tu évites la procrastination parce que tu as des dates butoirs qui sont obligées. Ça, Les tu gens obligé t'attendent. d'avancer quoi. Mhm, mhm. Et moi, je sais que je suis un paresseux.
Et c'est-à-dire que je veux maximum de résultats pour moins d'efforts. Et si je ne me mets pas de date butoir, j'ai tendance à procrastiner. Si c'est Mhm. pas, je suis pas au pied du mur, j'ai tendance Ouais, à procrastiner. Et donc ça, pour moi, c'est un moyen de m'imposer en fait des deadlines, de m'imposer des pieds du mur qui font que je produis. Si j'avais dû me dire, ok, je vais d'abord créer la formation avant de la lancer, ça se trouve, elle non, serait même pas encore lancée. c'est ça. Et voilà. Et du coup, tu vois, ça, c'est la première victoire. Je découvre les webinaires à ce moment-là, fin 2014. Je me dis, OK, c'est cool, c'est génial. J'ai mes 5 premiers clients. Et là, je me dis, ça y est, je suis un dieu du web. J'ai eu 5 clients, j'ai fait 2 500 € et je C'est suis un top. killer. Laisse tomber, pump it up. Je vais faire un putain de lancement vidéo, ça va être un truc de fou. Et là, tu vois, je reviens sur ma première idée. Et là, je passe des mois à créer un lancement vidéo, 3 vidéos, une vidéo de vente et tout. Et je lance le truc, zéro vente. Rien, pas un truc. En analysant, je me rends compte que c'était impossible que je fasse une vente. J'avais trop peu de monde en fait. J'avais à l'époque encore trop peu de monde dans ma liste C'est et ça. il y a eu trop peu de gens qui se sont inscrits. Bref. Et là, je me dis, OK, mince, gros problème finalement. Grosse douche froide, je passe beaucoup de temps. Et puis pendant tout ce temps-là que je prépare mon lancement vidéo, ben, les gens ne peuvent rien m'acheter, donc il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Et Mhm. à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais faire quelque chose qui est peut-être pas bête. C'est pourquoi tu ne refais pas un truc qui a déjà marché par le passé? En fin 2014, tu avais fait un webinaire, ça avait marché. Entre-temps, tu as tenté un truc nouveau, mais pourquoi tu ne ferais pas un truc qui a déjà marché? Et en fait, je me dis, OK, je vais faire ça, mais sur quel sujet, sur quel domaine? Parce que j'évolue. Et en fait, je me suis rendu, durant les mois qui ont suivi, j'ai fait du coaching individuel, enfin quelques-uns, sur le domaine du pitch. Parce qu'il y a une nana de l'Association pour l'emploi des cadres, de l'APEC, avec qui j'ai été mis en relation dans le cadre de mon BNI, qui m'envoie des cadres qui sont en reconversion et qui ont besoin de travailler leur pitch. Et je le fais en one-to-one, tu vois, en individuel comme ça. Mhm. Je vais à la Mhm. Défense encore, parce que j'habite pas loin à l'époque, je suis en région parisienne encore à ce moment-là. Je vais à la Défense, je rencontre ces gens-là. Et puis je me dis, ah, mais attends, mais si ça intéresse ces gens-là, le pitch en présentiel, est-ce que je pourrais pas du coup faire un programme en ligne pour ça? C'est Et ça. donc du coup, je me dis, ben, ok, je vais tester ça. Et je refais exactement ce que j'ai fait un an avant, quasiment, un peu plus parce que je le lance en décembre 2015. Je dis, je vais faire un webinaire sur le sujet du pitch et je vais proposer un groupe pilote qui va s'appeler Pitcher comme un pro, où je vais accompagner les membres pilotes pendant 6 semaines. Enfin non, pendant 4 semaines à l'époque. 6 sessions sur 4 semaines. Première semaine, il y en aura 2. Dernière semaine, il y en aura 2. Voilà. Et en gros, il y aura 6 sessions sur 4 semaines. Et Mhm. je refais ça. Et là, rebelote, boum, ça marche. Je m'étais dit, OK, je vais dire que je limite les groupes à 6 personnes pour le groupe pilote. Et le sujet intéresse tellement qu'en fait, j'ai 12 clients, 12 ventes. Du coup, vu que je veux tenir mon engagement, bah, je crée 2 groupes de 6 personnes. Ah J'en fais ouais. un le matin, un l'après-midi pendant pendant les 4 semaines. Et là, c'est canon. Et là, je me dis, OK. Et en fait, là, j'apprends un truc, c'est que quand il y a un truc qui marche, eh ben, autant continuer à le faire. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que je me dis, arrête. Si je regarde mon parcours pendant ces 2 dernières années, parce que fin 2015, sur les 2 ans, j'ai généré 8 273 € de chiffre d'affaires. Je m'en rappelle parce que quand je raconte cette histoire, je le prépare, donc je sais ça me marque. J'ai Ouais, généré 8 273 € de chiffre d'affaires. 90% du chiffre d'affaires provient des webinaires que j'ai réalisés. c'est ça. Mhm. Et du coup, je me dis, en fait, ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années, le gros problème que tu as eu, c'est que tu as testé plein de trucs. Tu as essayé le lancement vidéo, tu as fait du BNI, tu as fait des réseaux, tu as fait ci, tu as fait ça, mais d'où est venu le chiffre d'affaires? D'où est venu vraiment les profits? Ça venait des webinaires. Et c'est à ce moment-là que je prends une décision, c'est-à-dire, OK, stop. Ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, ça ne sert à rien de suivre l'adage qui dit que ça ne sert à rien d'être moyen partout. En fait, il faut être excellent dans un truc. Les webinaires, c'est ton truc. Tu kiffes. T'aimes entrer en direct, t'aimes animer les choses, t'aimes être sur scène. Moi, j'aime faire, tu vois, si tu regardes par rapport à ma première partie de vie, mon truc, c'est de faire moi, Des je veux devenir sketchs. acteur, j'adore faire marrer les gens en faisant des sketchs inconnus. C'est ça, en fait. J'aime faire des performances, en quelque sorte, être devant les gens, quoi, être sur scène. Faire un webinaire, c'est être sur scène, quelque part. J'aime ce Mhm. truc-là. Ben, fais que ça et deviens extrêmement bon là-dedans. Deviens bon dans ce truc-là, maîtrise le truc et creuse. Au lieu de creuser 100 trous de 1 mètre, C'est commence à creuser un trou de 100 mètres. Jusqu'à ce que tu trouves le pétrole, t'arrêtes pas de creuser. Et mon trou, c'est le webinaire. Et c'est à ce moment-là que, fin 2015, je me dis, OK, je vais faire que ça. Je vais continuer à faire le webinaire pour vendre Pitcher comme un pro. Le deuxième webinaire que je vais donner dans un mois, je vais plus vendre le groupe pilote parce que je vais automatiser au bout d'un moment. Donc, je vais vendre l'enregistrement vidéo du groupe pilote. Donc, le webinaire suivant, j'ai vendu l'enregistrement vidéo parce que j'ai enregistré chaque session chaque live session. Mhm. avec les sessions de questions-réponses. Et c'est cette version-là que j'ai revendue la deuxième fois.
Et puis ensuite, vu que je voulais quand même avoir un niveau de qualité supérieur, je me suis dit, OK, je vais retourner les vidéos pour pas que ce soit uniquement les enregistrements du live. Et en toute honnêteté, fait mieux que parfait, il reste encore un module dans la formation qui est l'enregistrement de 2015, pardon. J'ai pas pris le temps de le retourner et je crois, ben, tant pis, je le retournerai peut-être jamais. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, il fait le job et c'est Ouais. bon. Il y a peut-être mis, non, j'ai plus le chiffre en Le, tête, le- le fond 1700. y est, donc la forme importe Ouais, peu, quoi, finalement, en fait. Mm. exactement. Et souvent, on a. Ouais, Ont la valeur, ont le fond en fait. Et tu vois, sur les c'est ça. 1700 clients, il y a peut-être 2 personnes qui m'ont dit: «Ah, tu vois, c'est dommage, le quatrième module, c'est l'enregistrement vidéo, j'achète pas un truc pour avoir un truc réchauffé», tu vois. Mais les autres, les 1698 autres m'ont fait aucun retour C'est par ça. rapport à ça. Et donc, du coup, voilà, c'est à ce moment-là où je me dis, OK, 2016, c'est l'année de la focus à mort. Et je fais que ça. En fait, je me focalise sur le webinaire et je joue. Et mon but, c'est de le jouer une fois tous les mois au début, une fois tous les 2 semaines, puis une fois par semaine. Et en fait, de janvier jusqu'à août, je le fais 12 fois le webinaire. 12 fois le même, enfin, pas tout à fait, mais je le peaufine, j'améliore l'offre, je regarde le chat, je suis en interaction avec l'audience pour vraiment comprendre quelle est la meilleure offre que je peux faire. Ce C'est qui me ça. permet, du coup, en septembre 2016, de l'automatiser, de lancer la première version en autopilote, où là, le webinaire est préenregistré. Je le retourne pour pas simuler le direct, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas envie de mentir aux gens. J'ai pas envie de leur faire croire que Que c'est tu es du en direct. direct. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai juste envie de plus bosser pour le webinaire, mais sans mentir. Donc, je le retourne en enlevant tout ce qui est interaction. Ça devient une masterclass à l'époque. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça la masterclass pitcher comme un pro. Et toi, tu fais quoi dans la vie, pardon. Et donc, du coup, ben, je le mets en autopilote et c'est là où finalement, ben, durant les 8 premiers mois de 2016, je fais 38 000 euros de chiffre d'affaires avec les webinaires live. Et puis, de septembre à décembre 2016, il y a 119 000 euros qui provient 100% de l'automatisation. Ah Et ouais. là, je me dis, OK, là, il y a un truc. L'automatisation, ça permet d'accélérer. Ça permet vraiment de taper sur le clou beaucoup plus vite, tu sais. Et je me dis, OK, 2017, je vais continuer à faire ça et accélérer, monter les budgets. Et je suis, je pense, un des premiers Français, pas à faire de l'auto-webinaire, mais à investir jusqu'à 1 000 euros par jour pour un webinaire qui vend un produit à moins de 200 euros, hein, Mhm. en étant rentable. Parce qu'il y a des gens qui font de l'auto-webinaire pour des produits high ticket ou ce genre de choses où c'est beaucoup plus facile de se rentabiliser. Et encore à l'époque, c'était encore plus facile parce que, il y avait moins de monde sur la plateforme Facebook et ce genre de choses. Mais là, c'est 1 000 euros par jour pour un produit à 197 euros hors taxe et qui du coup, eh bien, m'amène à un retour sur investissement de 1,7. C'est-à-dire que je fais à peu près 700 euros de marge par jour en 100 automatisé parce que l'acquisition client est automatisée et la livraison est automatisée puisque c'est un produit qui n'a pas d'accompagnement. C'est Et ça. là, Et OK, de l'information, quoi. ouais, Mhm. Cool. voilà. Et c'est là que donc tu te rends compte que justement, enfin, donc tu prends cette décision de rester finalement focus sur une seule chose. Et on Yes. entend ça souvent en fait, hein, ce truc d'avoir envie, tu sais, le syndrome de l'objet brillant. De l'objet brillant. Je Ah, pense que c'est je pense que c'est je pense que c'est le pire fléau, enfin un des pires fléaux en fait. hmm, Heu, une fois qu'on a enlevé les fléaux de nos croyances et des bullshit d'histoires qu'on se raconte, c'est qui est ça. un des premiers aussi quand même. Le top 3, je pense que c'est ça, enfin, il fait partie du top 3, les croyances qu'on se raconte, comment dire? Les peurs qu'on importe des autres, que les autres ont pour nous, ce genre de choses. Et puis voilà, le fait de voir des risques au lieu de voir des opportunités. Tu vois, il y a un truc qui m'avait marqué aussi à l'époque, j'étais à un séminaire d'un entrepreneur français qui avait fait intervenir sur scène un Américain, qui avait un grand, énorme succès aux États-Unis et même, je dirais, à l'international. Et comme il ne parlait pas français, il y avait une traductrice. Ce mec-là, à un moment, dit Hey, you take a chance to, je sais pas quoi, you take a chance de faire quelque chose, tu sais. Et la traductrice traduit ça par OK, prendre un risque de. Et là, je me dis, mais en fait, OK, on peut l'interpréter comme ça, mais moi, si je devais le traduire de façon littérale, je dirais tenter sa chance, en fait, tu vois. Mhm. Tenter sa chance plutôt que de prendre le risque. Non, en Ouais, fait. Et quelque part, quand tu fais quelque chose, soit tu le regardes d'un point de vue, je prends le risque, mais ça veut dire que tu es focalisé sur les dangers. les échecs possibles, les mauvais trucs qui peuvent se passer, en omettant le fait que tu peux y arriver. Alors que si tu choisis de dire non, je tente ma chance, je me focalise sur le potentiel de réussite, sur les opportunités que je crée, ça ne veut pas dire qu'on est un bisounours et qu'on se dit qu'il n'y a aucun risque. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que je choisis de focaliser mon attention sur ma chance Mhm. de réussite, pas sur le risque d'échec. Le risque d'échec sera toujours présent. Mais quoi que tu penses,
finalement, tu vas aller dans la direction et tu vas créer finalement ce que tes pensées pensent. Et si tu es focalisé sur le risque d'échec, tu as beaucoup plus de chances de créer de l'échec. Si tu es focalisé sur tes chances de réussite, tu as beaucoup plus de chances de créer de la réussite, en fait. Mmh. Parce que tu seras dans une autre énergie, dans un autre niveau de confiance, un autre niveau de certitude, en fait. Et ça, pour moi, ça a été aussi, je me dis, tu vois, ça, c'est notre, on est câblé dès le départ sur voir les risques plutôt que de voir les chances que l'on a, en fait. Mmh. Et il y a un Canadien, un hockeyeur canadien qui s'appelle Wayne Gretzky qui a dit un jour, en fait, vous allez rater 100% des essais que vous n'allez pas tenter. Et ça, tu vois, dans la vente, c'est tellement vrai. Moi, j'ai Ouais. pris conscience quand j'ai commencé à me dire, mais David, il faut que tu trouves des solutions, tu es trop nul en vendeur. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi les autres s'y arrivent, en fait? Et moi, j'aime résoudre les problèmes. Tu sais, j'aime les jeux stratégiques comme le jeu de Go, genre de truc. Et quand je vois un problème comme mon cas en mode, pourquoi tu es une quiche en vente? Les gens te kiffent, les gens te font confiance, mais ils t'achètent rien. Pourquoi? Et donc là, à l'époque, quand j'avais 25 ans, que j'ai commencé à chercher les clés de la vente, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, tu vois, c'était de ma responsabilité de tendre le stylo. Qu'en fait, si je ne tendais pas le stylo, c'était par rapport à ma propre peur du rejet, qu'on me dise non, qui était connectée aussi à ma peur à l'époque, quand j'étais jeune, de ne pas oser demander est-ce que tu veux sortir avec moi? Parce que j'avais Mmh. peur qu'elle me dise non et de me sentir rejeté, en fait, et de me sentir nul, et ce genre de trucs. Mais en face, la personne aussi, elle a envie d'acheter, mais elle a peur de dire oui, elle a peur de prendre cette décision. Et quelque part, en osant dire ok, ça fait 4 heures qu'on est ensemble, on a vu ça, vous êtes d'accord avec ça, on y va? On conclut l'accord? Bah, le seul risque que je prends en osant dire ça, c'est quoi? Bah, c'est qu'ils me disent oui. Le seul risque, c'est qu'ils me disent oui. Parce que si je ne demande pas, c'est sûr qu'il me dira non. Ou en Mmh. tout cas, si je tends pas la perche, C'est ça. c'est sûr qu'il la prenne pas. La seule risque que je prends à tendre la perche, bah, c'est qu'il la saisisse, en fait. Bah, Mmh. tu vois, je pense que c'est un petit peu le même principe. Le seul risque qu'on prend à faire quelque chose, c'est que ça marche. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais ça veut dire que on va apprendre en chemin, on va avoir du feedback. Et pour moi, tu vois, ce dicton de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, c'est fondamental. Une fois que tu as intégré ça, mais tu es inarrêtable, il n'y a rien qui t'empêche. Tu lances une campagne de pub Facebook, ok, zéro vente avec ton webinaire, tu n'as pas perdu, tu as juste de l'information maintenant. C'est Tu ça. es un cran plus loin, parce que maintenant, tu as de l'information que tu peux analyser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est Les ça. gens n'ont pas cliqué. Les gens ont cliqué mais ne sont pas inscrits. Les gens sont inscrits mais n'ont pas participé. Les gens ont participé mais n'ont pas acheté. Les gens ont participé, ont un petit peu acheté mais pas beaucoup. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, ça ne veut rien dire quand on dit ouais, c'est une catastrophe, ça n'a pas marché. Moi, quand quelqu'un vient me voir et dit ouais, j'ai fait un webinaire, ça n'a pas marché, je ne comprends pas en fait. Ouais, c'est ça. Tu as besoin de faits, quoi. Bah C'est oui, c'est ça. C'est pas c'est quoi juste qui n'a pas marché ouais, concrètement? ça a pas marché, c'est quoi? Tu mesures quoi, quoi? En fait, Exactement. hein, pour dire Donc, ouais. ça. OK, OK. Et ouais, et du coup, de tout ton parcours justement, tu vois, de tout ce cheminement, enfin, il y a comme tu disais, il y a comme une première partie que tu nous as racontée où tu es vraiment dans cet environnement et dans ce moule, je vais dire, Ouais, c'est ça. de voilà, pas faire de vagues, d'être dans la moyenne. Et puis il y a ce ce truc où tu shifts et tu dis: «Non, en fait, il faut pas que je sois dans la moyenne, il faut que justement je prenne des risques et que je devienne excellent» et là, tu choisis le webinaire à un moment donné et là, tu as cet effet de pivot. Et depuis là, où est-ce que tu en es exactement? Donc, depuis ce moment où tu choisis le webinaire et est-ce que, encore aujourd'hui, tu te dis: «Ah ouais, non, le webinaire, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive», hein, ou ou tu te dis: «Non, j'ai envie, d'autres choses encore après» ou est-ce que tu as envie de prendre de nouveaux risques, j'ai envie de dire? Ouais, je m'autorise en tout cas à pas rester toujours dans un cadre. Et maintenant, en fait, ce qui est plus important pour moi, c'est de faire ce en quoi je crois et de faire ce qui est aligné pour moi. Et si demain, je commence à vouloir me dire, bah, les webinaires, c'est plus mon truc ou je sais pas quoi, je Ouais. m'autorise à plus en faire et à faire autre chose. Parce que maintenant, l'intention en fait que j'ai, c'est d'honorer en fait mes valeurs, mes croyances, enfin les croyances qui me semblent constructives, celles auxquelles je crois en tout cas, Mmh. d'honorer finalement ce qui est important pour moi. Et tu vois, là, finalement, comment dire, si je regarde les 5 dernières années, je me suis rendu compte que j'ai pu accomplir beaucoup plus de choses aussi en, en me faisant confiance et en continuant à me dire, OK, Mmh. prends les risques qui sont importants pour toi. Deviens les personnes que tu as envie de devenir, en fait. Tu vois, typiquement, Ouais. ce qui nous a permis de partir en tour du monde aussi en 2018, alors que l'entreprise se développait et qu'on pouvait se dire, bah, peut-être, ah, est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment? Bah, je me suis dit, ben, en fait, c'est le bon moment parce que j'ai envie de le faire maintenant.
Et ouais, c'est maintenant que j'ai envie de le faire et puis toutes les planètes s'étaient alignées. Céline, quelques mois plus tôt, auparavant, en fait, avait rejoint l'entreprise. Céline, c'est ma femme. Elle a rejoint l'entreprise, donc on n'était plus attaché à quoi que ce soit, on avait de la liberté. Les D'accord. enfants, ils étaient encore en primaire, il n'y en avait aucun encore au collège. Donc on se dit: «Ben, c'est le moment» et puis, ben, on s'est dit: «Ben, on y va, on a envie de le faire, on le fait». Et OK, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, l'activité de l'entreprise a ralenti, a diminué parce qu'on était beaucoup moins sur le charbon. En plus, bah, vu je voulais pas sacrifier non plus le voyage au profit de l'entreprise, ben, du coup, j'étais beaucoup moins présent, on travaillait beaucoup moins en termes de volume horaire et c'était OK en fait pour ça. Ouais, Et il y a eu, comment dire? Enfin, ça a amené quand même plein de peurs, plein de doutes, plein de croyances. Mais ouais, machin, est-ce que du coup, c'est pas un petit c'était au moment où on est parti, est-ce que c'était pas un peu dangereux de le faire à ce moment-là? Et au final, quand tu te poses la question, tu dis: «Ben, enfin, ouais, OK, il y a eu des conséquences, OK, il y a des choses qui ont fait que l'activité a ralenti, par exemple, mais c'est pas grave parce que finalement, à ce moment-là, ce qui était important pour moi, c'est d'être profité, c'était d'être, voilà, dans cette expérience-là, c'était de vivre cette aventure et on a appelé notre chaîne YouTube «Une vie, 1000 aventures» et c'est ça, tu vois, vraiment la vision de ce que j'ai envie de vivre, c'est d'avoir une vie, mais de vivre 1000 aventures, en fait. Et donc du coup, je pense que je suivrai maint à partir de maintenant, je suivrai, en tout cas, je m'efforcerai de suivre, ce que j'ai moi envie. Pas pour plaire, pas pour être dans l'attente de ce que les autres attendent de moi, même si tu vois, je sais que j'ai encore des moments où je peux retomber dans ce travers, en fait. c'est sûr. Parce que parfois, tu sais, tu te dis: «Ben, ah non, il faut que je fasse ça». Là, j'ai commencé à fédérer une équipe et puis parfois je me dis: «Ben non, je peux pas faire ça parce que je me suis engagé dans une direction et du coup, si je change, les gens vont dire: "Ouais, mais c'est quoi? C'est une girouette, il sait pas Mmh. ce qu'il veut et tout"» et du coup, je peux avoir tendance à me dire: «Bah non, bah, il faut que je continue ça parce que je» et en fait, je me dis: «Bah non, ça va pas». Il faut que je fasse les choses qui ont du sens pour moi, les choses sur lesquelles je me sens aligné Mmh. et que je peux expliquer finalement et voilà, de garder ça. Donc, c'est pas toujours facile. Quel que soit notre stade d'évolution, je pense dans notre vie, on aura toujours des croyances, des blocages, des freins. On n'est jamais arrivé au bout du chemin, quoi. Donc, par contre, je sais que je prends la décision de m'efforcer d'être le plus honnête avec, moi-même, d'honorer en fait et de respecter ce qui est important pour moi, de me rendre compte finalement de quand je m'écarte du chemin que j'ai envie de suivre et pas de me flageller, de me écarter, mais juste de me dire: «C'est pas grave, c'est la vie et OK, tu t'en écartes, rends-toi en compte et bah, qu'est-ce que tu peux faire pour, revenir là où tu es centré en fait?» C'est Voilà. ça. Mmh. Super intéressant et du coup, ça me donne envie de savoir, en fait, ça répond un peu à la question, je pense, hein. Qu'est-ce qui t'anime vraiment dans ce que tu fais aujourd'hui? C'est, justement, tu parlais de t'honorer, d'honorer tes valeurs, mais qu'est-ce qui vraiment fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Hem, C'est un peu à la Comment dire? suite. Il y a plusieurs choses. Je sais que je pense que j'ai un fort besoin de reconnaissance. Mmh. J'ai un fort besoin de reconnaissance, peut-être lié à mes 18 premières années, j'en sais rien. Hem, mais j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de me sentir utile. J'aime en fait me sentir utile, j'aime savoir qu'il y a et ça c'est comment dire? C'est des choses qui ont leurs avantages et leurs inconvénients aussi, tu vois? Ouais, ouais. Mais, en tout cas, je sais que c'est une des choses qui me motive et qui me font avancer, en fait. Je sens que j'ai besoin de reconnaissance, je sens que j'ai envie de montrer de quoi je suis capable, j'ai envie d'inspirer, j'ai envie de changer, j'ai envie que les gens se fassent confiance, j'ai envie finalement que des gens qui auraient les mêmes blocages que moi puissent les dépasser. Parce que je sais que quand on les dépasse, ça change tout et que enfin, c'est révolutionnaire. J'ai envie voilà, que des gens qui sont comme le David d'il y a quelques mois ou il y a quelques années, quel que soit leur stade, tu vois, eh bien, fassent les mêmes sauts que j'ai fait parce que Mmh. moi, je vois que ça m'aide et je vois que ça m'amène un niveau, comment dire, là où enfin, ça me rapproche à chaque fois de plus en plus vers ce que j'ai envie de devenir. Et encore une fois, je pense que je ne serais jamais arrivé. Il y a jamais, la destination ultime, c'est juste le jour où on lâche notre dernier souffle, quoi, tu vois. Mais jusqu'à ce moment-là, en fait, il y aura des choses à progresser, il y aura des nouvelles choses à faire. Donc voilà, je pense que j'ai envie de me sentir utile. J'ai envie, en fait, j'ai envie d'être un exemple et j'ai envie de laisser ma trace, en fait. Je Mmh. pense que j'en suis pas encore là, c'est pas le cas, mais je sais que j'ai toujours été motivé. J'ai envie que les gens, en fait, j'ai envie qu'on se rappelle de moi quand je serai plus là. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que c'est une chose qui me motive aussi. C'est Et ça. j'ai envie que la vie des gens soit impactée euh, grâce à moi, que ce soit grâce à mon parcours, mon inspiration ou mes conseils, peu importe la forme, mais j'ai envie d'avoir de l'impact dans la vie des gens. J'ai envie tu vois, que mes enfants puissent être inspirés, puissent s'autoriser à faire des choses que je ne m'autorisais pas. Je suis pas parfait, je fais plein d'erreurs
Et justement, tu vois, je m'autorise à ça. Je veux juste que, voilà, que les autres s'autorisent en fait à être eux-mêmes. Et ouais, voilà. Tu vois, je veux que et c'est pas pour tout le monde en fait, mais je veux que les gens ils vivent des aventures. Parce qu'en fait, moi, je crois que la beauté de la vie, elle se trouve dans les obstacles, dans les difficultés, dans les aventures que l'on vit, pas dans les choses plates. Et on est fier de nous, pas quand tout s'est bien passé, en fait. On est fier de nous Mm. quand on a sorti les tripes, quand on s'est battu, quand on a donné le meilleur de nous-mêmes, même si ça s'est soldé par un insuccès, peu importe. Mais moi, je sais que ce qui me rend le plus fier de moi, c'est d'oser, de me faire confiance. Tu sais, Mm. il y a 3 mots que je prends depuis le début en fait, de ma carrière d'entrepreneur, on va dire, c'est oser, être, se réaliser. Pour moi, c'est vraiment les 3 valeurs fondamentales. Oser, être et se réaliser. Voilà. Et ça, tu vois, c'est un peu la mission que je me fixe et que j'ai envie que les autres également puissent faire. Qu'ils osent, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils se réalisent. Voilà. Et ça, c'est super intéressant que tu parles aussi, tu vois, de cette notion que j'entends, hein, que finalement, tu es fier de toi quand tu surmontes un obstacle. Ou, tu vois, et moi, la résilience, c'est un peu comme ça que je la vois, pas comme le fantasme du Superman ou de la Superwoman, c'est pas ça. Mais Ouais. cette capacité, enfin, les gens ordinaires qui, justement, osent faire des choses qui, dans leur perception, au moment où ils le font, c'est de l'ordre de l'extraordinaire, et puis qui découvrent, ah, ben en fait, ça va. C'est à ce moment-là voilà, que tu te rends compte que, voilà, que tu peux t'écouter, etc. Et du coup, tu vois, pour moi, résilience et divergence, c'est très, très étroitement lié. Et la pensée divergente, c'est la capacité à avoir plein de solutions possibles à un problème donné. Et quand Mhm. toi, par exemple, tu es dans voilà, face à un obstacle, face à un mur, face à un problème, et toi qui aimes bien les résoudre, euh, c'est quoi ta stratégie de divergent pour pouvoir rebondir justement? Est-ce que c'est, je sais pas moi, une citation? Tu parlais de Mandela tantôt. Est-ce que c'est une image qui te revient? Qu'est-ce qui te... Et il y a peut-être plusieurs choses, hein, mais c'est quoi ta stratégie à toi, David, quand tu es dans le creux de la vague pour revenir Ouais, sur dessus, quoi? ouais, c'est intéressant. Euh, Ce qui me vient comme ça, en fait, déjà, c'est que euh, si je suis dans le creux de la vague, que je ressens en fait que je suis dans le creux de la vague, Mm. généralement, c'est que j'ai une émotion, moi, j'ai une peur peut-être, une peur de ce qui se passe de quelque chose, euh, une peur de ce que des autres peuvent penser, une peur de choses qui peuvent arriver. Et, parce que quand on est dans le haut de la vague, on n'a pas ces peurs-là, en fait. En tout cas, elles sont toutes petites. Ouais. Elles n'ont pas beaucoup de place. Alors que Mhm. quand on est dans le creux de la vague, souvent, c'est l'inverse. La Ouais. certitude est plus petite et les peurs ont beaucoup plus de place. Et du Mhm. coup, je pense qu'une des premières choses en fait, que je fais, c'est que je confronte. Je me confronte à ces peurs, en fait, pour pas leur laisser de la place, pour pas les... Juste, en fait, je veux les regarder droit dans les yeux, quoi. Leur dire, OK, c'est quoi qu'est-ce qui fait peur? C'est quoi le pire qui puisse arriver? Parce que Ouais. finalement, on se rend compte souvent que les peurs, c'est une image mentale de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qu'on craint qu'il arrive. Et en fait, on n'ose pas trop y aller, tu vois, parce que justement, ça fait peur. Mais si on les regarde droit dans les yeux, on dit, OK, c'est quoi le pire? Qu'est-ce qu'il arrive? Et s'il arrive ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Et tu vois, d'aller vraiment confronter et regarder droit dans les yeux la peur. Moi, je sais que déjà, ça, c'est une chose qui bien souvent me permet OK, de me recentrer, de relativiser. Et parce que la plupart du temps, 99% du temps de ma vie, hein, ce que je craignais qu'il se passe, c'était uniquement dans ma tête. Et même si ça s'est produit quelque chose, c'était largement moins grave que ce que j'avais imaginé. C'est ça. Mhm. Mhm. Donc, la première chose, je pense, ouais, c'est vraiment de regarder droit dans les yeux. Moi, je sais que les citations, tu as pu le voir, j'en utilise souvent parce que je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup construit, qui me nourrit, dont j'ai besoin. Moi, je crois tu vois, vraiment que nos idées, nos pensées, nos croyances sont pour 80% ce qui nous façonne et ce qui nous Mhm. amène à faire des choix plus que des autres, à oser ou pas oser, à se faire confiance ou pas se faire confiance, à prendre le risque ou avoir la chance, tu vois, enfin, à avoir le risque ou avoir la chance. Et donc, les citations, moi, c'est quelque chose donc, qui est extrêmement utile pour moi. J'en ai besoin pour me construire. Et donc, c'est de me ramener à ça et de me ramener effectivement à un peu cette sagesse. Pour moi, les citations, c'est vraiment c'est de la sagesse qui est parfois tu Condensé. oublies. En fait, on a tous en nous cette sagesse. Ouais. Mais des fois, on n'a plus la lucidité en fait de voir la sagesse, de voir aussi, OK, qu'est-ce qui est sous mon contrôle et qu'est-ce qui est pas sous mon contrôle? Parce que souvent aussi, quand on est dans le creux de la vague et qu'on a Mhm. des peurs, c'est que on met de l'attention, on met de l'attention sur un truc dont on n'a pas le contrôle. Et du coup, ça crée encore plus de stress parce que on peut rien y changer en fait. Et du coup, je fais l'effort de me dire, OK, qu'est-ce qui est dans mon contrôle?
que je peux faire maintenant pour soit éviter que le pire arrive, soit, si le pire arrive, bon, ben, rebondir, quoi. Gérer le truc. Parce que si je ne peux pas éviter le risque, je peux toujours le gérer, je peux toujours le prendre à bras-le-corps. Si je suis sur mon bateau en train de faire du catamaran et que tout va bien et que d'un seul coup, il y a une tempête, ok, bah, je ne peux pas éviter la tempête. Ce que je peux faire, par contre, c'est réfléchir et me dire, ok, qu'est-ce que je fais? Je détends la voile, je vais me mettre face au vent, je ralentis. Je ne peux pas maîtriser la tempête. Je ne pourrais pas l'arrêter. Je peux dire, hey, tempête, arrête-toi. Non, ça, je ne peux pas faire ça. Par contre, je peux gérer la tempête. Et donc, dans la vie, on aura toujours des tempêtes, on a toujours des secousses. Et on peut, tant qu'on on met notre, comment dire, notre attention sur ça, on n'a pas le contrôle. Donc, revenir sur ce sur quoi j'ai le contrôle. Et puis ensuite, ben, moi, ce que j'aime faire, ça, c'est vraiment ça, c'est dans un livre qui s'appelle Essentialism, qui donne une méthode également, tu vois, d'organisation, enfin, pas d'organisation, mais de gestion des priorités. Je pense que c'est très important d'ouvrir tous les possibles. Moi, j'aime ouvrir tous les possibles et dire, OK, je prends Ouais. un papier, c'est quoi toutes les options possibles que je pourrais faire, toutes les actions que je pourrais pour faire, soit pour éviter, soit pour le gérer le risque, par exemple. Et là, tac, 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 je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et puis ensuite, ben, ça permet déjà de reprendre le contrôle, de se recentrer sur les actions que je peux réaliser sur lesquelles j'ai moi-même le contrôle. Puis ensuite, de se dire, OK, parmi toutes ces options, OK, laquelle je décide de faire? Qu'est-ce que je choisis de faire? Je ne peux pas tout faire, mais si je devais en choisir une, c'est quoi celle qui pour moi a le plus de sens et quelle je pense avoir le plus d'impact? Et tu vois, voilà, d'arriver à sortir de l'émotionnel et de revenir vers quelque chose d'objectif sur lequel on a le contrôle et tout simplement de se remettre en chemin, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça Et répond à ta question, mais c'est ouais, ce qui me ouais, ça vient comme répond ça. parfaitement à ma question parce que tu vois, souvent, justement, c'est ce qui fait le propos aussi du podcast, c'est cette notion de, bah, je te disais, il n'y a pas de petite et de grande histoire et tu parlais de sagesse. Et il y a vraiment cette notion, comme tu dis, en fait, on a chacun nos expériences de vie. Et Mmh. donc, du coup, on a tous une sorte de sagesse qui en émerge. C'est clair. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant aussi, bah, à travers, donc c'est super. Et justement, j'aurais envie de dire, bah, pour clore un peu l'interview d'aujourd'hui, ce serait quoi le message ou l'apprentissage de sagesse avec lequel tu voudrais que nos auditeurs aujourd'hui repartent en disant: «Ah, j'ai écouté l'interview de David Hunac et ça, c'était la pépite vraiment de cette interview qu'il a voulu nous transmettre, c'était limpide, quoi». Ce serait quoi? OK. Hem, je pense, tu vois, ah mince, il y en a 2 qui viennent se confronter. OK. J'allais Heu, dire, peut-être que la difficulté, ça va être de choisir une. elles sont très liées, en fait. OK, Du coup, alors tu vois, je vais faire une petite pirouette et je vais faire en sorte que les 2 se transforment en une seule. c'est ça, logique. En fait, hem, ce que je voudrais que voilà, le message que j'ai envie de faire passer, c'est: on s'en fout du résultat, on s'en fout du résultat. Il faut lâcher prise sur le résultat Mmh. pour qu'il y ait une chance qu'il arrive. Il faut en fait, enfin pour moi, ma vision, c'est que ce qui nous rend fiers, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Mmh. C'est d'oser se faire confiance, d'être soi-même et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et quelle que soit l'issue quelque part, au Mmh. final, ce qui nous rendra fiers, c'est d'avoir tenté, d'avoir osé, d'avoir essayé. Moi, je suis plus fier de moi d'oser, même si ça ne marche pas, que de ne pas oser. C'est de ne pas céder à la peur, mais plutôt de céder à la confiance, à me faire confiance. Et pour y arriver, en fait, il y a un élément clé, et c'est ça, quelque part, là, le deuxième, sous-idée, c'est on a trop tendance à se fixer des objectifs de la mauvaise façon. On se fixe des objectifs qui ne sont pas sous notre contrôle. Et on confond objectif et but. Objectif, tu vois, et résultat, quelque part. But. Par exemple, un entrepreneur qui se dit, ouais, cette année, je veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, il n'a pas le contrôle sur 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il n'a pas le contrôle sur le fait d'obtenir 50 clients. Le contrôle, il est chez le client. Le contrôle de dire oui, d'accepter ton offre, c'est le client qui l'a, c'est pas toi. Ah, ouais. Et quand tu te fixes un objectif de dire, OK, je vais faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, pour moi, ce n'est pas un bon objectif. Parce que si on est 30 juin et que 30 juin, tu as fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et que tu n'as pas fait la moitié, comment tu, qu'est-ce Ouais. que tu fais? Quelle décision tu prends? Et là, ben, c'est un peu sec, tu vois, on ne sait pas parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Et les buts, dès que c'est un chiffre, ce genre de choses, pour moi, c'est un but à atteindre. Et un bon objectif, c'est quelles sont les actions que je peux réaliser qui sont Mmh. sous mon contrôle, qui font que si j'arrive à atteindre cet objectif, naturellement, le résultat va découler. Naturellement, le Conséquence. but.
va Mhm. découler. Tu vois, par Mhm. exemple, quand je faisais du porte-à-porte, euh, obtenir le rendez-vous, si mon objectif, c'est de dire, OK, je vais prendre 5 rendez-vous là, de ce matin, je n'ai pas le contrôle sur le fait de prendre 5 rendez-vous. Par contre, j'ai le contrôle sur quoi? J'ai le contrôle sur le nombre de portes à laquelle je peux cogner. Mhm. J'ai le Mhm. contrôle sur le fait que je fasse rire la personne. Je raconte des blagues. Pas n'importe quelle blague. Pas, hey, salut, tu connais la blague de Toto? Tu vois, c'est pas l'idée, mais je fais rire la personne. En matière du tonnerre, ouais. J'ai le contrôle sur la façon dont je me Ouais, présente. bien J'ai le sûr. contrôle de dire arrête de cogner à la porte en étant comme n'importe quel vendeur qui va se présenter en déroulant son pitch, mais présente-toi comme et sois là où la personne ne t'attend pas. C'est ça. Commence à raconter une connerie. Utilise l'environnement, le vélo qu'il y a dehors, les chaussures qu'il y a dehors, le linge qui sèche. Utilise tout ça pour capter l'attention de la personne et faire en sorte qu'elle se dise mais t'es qui toi? Pourquoi tu me parles de mon t-shirt Superman qui pend et qui sèche sur mon t-shirt? Parce que si je fais ça, à ce moment-là, je vais capter l'attention, je vais être différent et donc le but qui va être de réussir à décrocher le rendez-vous va arriver beaucoup plus naturellement. Mhm. Parce que si mon objectif, c'est de connaître le prénom des enfants de la personne, là, ou ne serait-ce que de poser cette question-là, eh bien là, je me rapproche de mon but parce que si la personne me donne le prénom, accepte de me donner le prénom quelque part, ça veut dire qu'elle me fait confiance et donc décrocher le rendez-vous devient naturel. Tu vois, en vente, obtenir l'accord de la personne, j'ai pas la maîtrise sur le fait qu'elle me dise oui ou non. Par contre, oser tendre le stylo, j'ai la maîtrise. Oser répondre à une objection d'une façon X, j'ai la maîtrise. Tu vois, si Mhm. quelqu'un dit ouais, je comprends pas, je convertis 10% de mes appels téléphoniques en vente, en achat. OK. Aujourd'hui, tu n'as pas le contrôle sur la décision. Par contre, si tu rends compte que tu as des objections qui reviennent régulièrement, tu as le contrôle d'apprendre une nouvelle façon de répondre à cette objection et de l'essayer. Mhm. Tu as le contrôle de dire les choses différemment. Tu as le contrôle sur ça. Et trop souvent, on a tendance à se fixer des objectifs qui sont des buts. Et moi, je voudrais vraiment inviter les gens à se dire, OK, mon objectif, est-ce que j'ai le contrôle de cet objectif-là? Mhm. Mhm. Et tu vois, typiquement, il faut faire de l'ingénierie inverse. Tu veux atteindre un but, prenons 100 000 euros de chiffre d'affaires, un chiffre rond. Tu veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires là, cette année, par exemple, ou dans les 6 prochains mois, peu importe la durée, on s'en fiche. OK, il est à quel prix ton produit? OK, il est à tel prix. Combien il faut de clients? Ah, il faut tant de clients. Comment tu veux les trouver, tes clients? Ah, en webinaire, en faisant des vidéos, en faisant des interviews, je sais pas. OK, si de telle façon. De quoi tu as besoin pour avoir la chance d'obtenir tes X clients? Ah bah, il faut que j'ai, admettons, tant de discussions au téléphone. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir ces X discussions au téléphone? Ah bah, je vais le faire en webinaire. OK, combien il t'en faut de webinaires? Parce que là, tu commences à avoir le contrôle. C'est J'ai le ça. contrôle de faire 2 webinaires de plus si j'ai pas assez. J'ai le contrôle d'investir 500 € de plus en pub si j'ai pas assez. J'ai le contrôle, tu vois, d'envoyer 4 emails de plus à ma liste si j'ai pas assez. Mais Mhm. avoir 50 clients, j'ai pas le contrôle. Mhm. Voilà. Et du coup, c'est reprendre quelque part, c'est de plus être dans cette posture d'impuissance, du coup, sur l'extérieur, comme tu dis, le fait que la personne te dise oui ou non, c'est hors de ta zone Ouais. d'influence. Je crois que c'est ça le terme de Stephen Covey d'ailleurs, qui dit que voilà, qu'on peut influencer, mais pas au-delà de ce qui nous appartient quelque part. Et, Yes. ouais, et donc, c'est d'arriver à reprendre, du coup, de pas, quand tu es dans le creux de la vague, justement, de pouvoir aussi se dire, OK, je reprends le pouvoir là où j'en ai, en fait. Parce que là, Yes. mon attention est sur, c'est ça, sur, ouais, comme tu dis, un chiffre ou quoi, bah, OK, c'est plutôt quelle prise tu as sur le chiffre pour qu'il se réalise. Enfin, que le chiffre, en fait, ne soit qu'une conséquence, si j'ai bien compris ce que tu nous expliques. Hein. Oui, Comme la tout à fait. conséquence naturelle de toutes les actions que tu as posées. Exactement. C'est la OK. conséquence naturelle parce que si je sais que j'ai besoin de, 50 appels téléphoniques pour décrocher, 10 clients, admettons, parce que je sais que j'en signe 1 sur 5. Eh Mhm. bien, OK, obtenir 50 appels, j'ai un peu plus le contrôle. Peut-être pas encore suffisamment. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est à mon contrôle pour générer ces appels? Envoyer des emails, c'est sous mon contrôle. Mhm. Faire un webinaire, c'est sous mon contrôle. Heu je sais que si, par exemple, je fais des webinaires, j'ai besoin d'avoir, admettons, 500 inscrits pour avoir 50 appels parce que 10% des gens vont prendre un appel. OK, faire autant de webinaires que nécessaire pour obtenir 500 inscrits, j'ai le contrôle. Envoyer, tu vois? Voilà, et ça, effectivement, c'est ça. C'est C'est ça. reprendre notre contrôle, notre pouvoir parce qu'on a tous le pouvoir de faire les choses et souvent, quand on est dans
le creux la vague ou l'incertitude, ce genre de choses, c'est qu'on délègue notre pouvoir à quelque chose sur lequel on n'a pas la maîtrise. Mmh, Et, ouais, et c'est c'est ça ça. qui est contre-productif. Donc, reprenons notre pouvoir. Génial. Un beau mot de la fin là du coup, David, que tu nous proposes là. Ben, génial, vraiment, merci beaucoup. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à t'écouter. Je pense qu'il y a eu pas mal de pépites qui ont été, bah, d'apprentissage de sagesse que tu nous as partagé aussi, tout au long de ton parcours que personnellement j'ai trouvé, inspirant et donc j'espère que, bah, justement les auditeurs puisque c'était dans ce qui t'anime, Ouais, bah, j'espère aussi aussi. on se rejoint là-dessus sur ce fait de voilà, d'espérer générer un déclic ou en tout cas quelque chose qui fasse que les personnes, bah, osent plus. Je retiens aussi ces 3 mots-là que tu as dit, oser, être et se réaliser, pour, voilà, pour incarner ça, le plus possible et puis du coup, ben, merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu m'as consacré. J'espère que voilà, que les personnes qui nous ont écoutés auront pris autant de plaisir que nous à échanger aujourd'hui et je Yes. te Merci dis beaucoup pour l'invitation et j'espère sincèrement aussi que ça, au moins une personne pourra avoir un impact, un déclic c'est ça. et osera se faire confiance pour être vraiment sur son chemin de réalisation personnelle. OK. Merci beaucoup en tout cas et je te dis à très, très bientôt, David. Yes, à bientôt.